L'une qui est d'ailleurs remise en cause actuellement. Vous savez, il y a un débat actuellement lancé par Monseigneur Podro qui trouve que la partie où on parle de vaincons ou mourons, mais dans la dignité, etc., sonne très mal à son oreille, et donc qu'il faudrait l'interpréter autrement en disant vaincons ou vivons dans la dignité et tout. Mais débat qui a eu lieu en France aussi, hein, puisqu'il y a eu quelque temps, l'abbé Pierre estimait que des extraits de l'hymne français, hein, où il est question de qu'un sang impur abreuve nos sillons, sonnait mal pour les enfants, donc il fallait le changer. Et puis, il a soulevé un tollé, hein, dans toute la France, et finalement le projet a été abandonné. Et je pense que c'est la même chose, hein, qui arrive dans la situation du Togo. Et donc tous ces attributs-là, nous devons les défendre. Et maintenant, à partir de cette défense, aller beaucoup plus loin. Et là, le combat à mener plus loin, c'est quoi? C'est faire en sorte que les populations... Revisiter ces éléments qui font notre indépendance, c'est pas mauvais en soi, non? Bien. Ah non, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est ça. Il faut justement se le rappeler. Maintenant sur ce contenu de l'hymne national, est-ce que c'est essentiel pour le pays de revoir ces aspects-là, le cas que vous citez tout à l'heure là? Mais absolument, parce que songez que même à un moment donné, mais ce hymne a été gommé et changé par un autre. La devise également a été changée. Mais un peuple sans histoire est un monde sans âme, dit le proverbe. Et à partir de là, mais la volonté d'un dictateur tel qu'était Yadema de faire en sorte que le peuple togolais n'ait d'autres références que lui en tant qu'individu, hein, mais c'est quand même extrêmement limité. C'est comment pouvez-vous remplacer un seul individu par, disons, la collectivité de tout un peuple qui, pendant des dizaines d'années, avec des morts et tout, a lutté pour arracher son indépendance. L'impérialisme français n'a pas donné cadeau l'indépendance au Togo. Ça a été arraché dans des batailles difficiles. Des gens sont morts, des gens ont été traqués pendant longtemps, des gens ont eu leur famille déchirée, des gens ont perdu leurs biens, etc. et tout. Et donc, toutes ces choses-là constituent un patrimoine qui enseigne aux populations que contre l'arbitraire, contre l'inacceptable, contre tout ce qui peut être manœuvre de subordination et de négation de l'individu, il ne faut jamais renoncer. Il faut toujours se battre pour ses droits. Il faut toujours se battre pour sa dignité. Il faut toujours se battre pour qu'il y ait un minimum d'humanité entre les êtres qui peuplent un pays. Finalement, le message, il est là. Il faut finalement se battre pour sa liberté, le droit de pouvoir s'exprimer, le droit de pouvoir rester, vivre chez soi au pays. Songez que nous sommes aujourd'hui dans une situation au Togo où quasiment vous avez, sur les 6 millions de Togolais que nous sommes à l'intérieur, plus d'1 million qui sont à l'extérieur. Or, parmi ce million qui est à l'extérieur, mais vous avez beaucoup de cadres, de techniciens, de gens extrêmement compétents qui auraient pu faire du Togo autre chose que ce qu'il n'est aujourd'hui, c'est-à-dire un pays soumis mais à la voracité, au pillage des multinationales. Songez à la manière dont on pille notre clinker, dont on pille nos phosphates, dont on pille notre or, dont on pille nos diamants, etc., sans aucune comptabilité, sans aucun enregistrement à la comptabilité nationale. Mais ce sont des choses qui ne vont pas, alors que les populations croupissent dans la misère. Vous savez, dans ce petit pays qui est le Togo, on a plus de 50 milliardaires aujourd'hui. Et des gens qui n'ont pas travaillé et qui se sont uniquement enrichis par le détournement des deniers publics. Mais c'est quand même extraordinaire. Et tout cet argent a foutu le camp à l'étranger, est parti déposer sur des comptes en banque en Suisse, à Singapour, à New York. On a parlé dernièrement des Panama Papers. Bon, on n'a pas cité de Togolais, mais vous savez, le jeu des prête-noms, sur la base duquel repose ce système d'évasion fiscale. Or, officiellement, dans un rapport de GFI, Global Financial Integrity, le Togo est le premier pays du monde réputé pour l'évasion des capitaux ou pour les transferts illicites des capitaux. C'est quand même extraordinaire, alors que les populations vivent dans la misère. Est-ce que cela est admissible?
56 ans après la proclamation officielle de notre indépendance. Donc c'est à tout ça qu'il faut mettre fin. Sur ces choses lors de ces célébrations, plutôt que ces aspects trop festifs aussi parfois qu'on approche à nos zones. Alors 56 ans après, alors finalement après réflexion, qu'avons-nous concrètement gagné? Parce que parfois il y a de cette nostalgie qui pense qu'on aurait dû encore rester sous tutelle, que c'était mieux. Non. Mais nous avons fait une expérience. Elle est douloureuse, mauvaise et tout ce qu'on veut, mais c'est une expérience, mais qui a une richesse que beaucoup de gens ne peuvent pas penser. Puisque, rappelez-vous, à l'époque coloniale, la lutte semblait très facile. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un dominateur qui était là, qui avait la facilité d'être facilement identifiable, c'est-à-dire qu'il avait la peau blanche, et donc l'ennemi c'était le colonisateur blanc, et donc nous tous, on se réunissait pour chasser le colonisateur étranger qui venait nous asservir dans notre propre pays pour que nous nous retrouvions chez nous. Bien. Maintenant que nous avons réussi à le faire partir, eh bien nous nous retrouvons avec d'autres nationaux, à la peau bien noire, mais qui font pire que les colons hier, contre nous. Puisque si on veut mesurer l'épopée sanglante que nous avons vécue pendant ces 50 années de domination du régime du clan des Yadema Nyasingbe, eh bien, l'accumulation est terrible. C'est plus de 10 000 morts pour une population de 6 millions d'habitants. Mais c'est terrible. Je ne sais pas si vous faites le ratio, mais c'est quelque chose d'incommensurable. C'est inacceptable cela. Eh bien, nous avons fait cette expérience. Et je dirais en parenthèse d'ailleurs que ce n'est pas simplement dans la situation du Togo que cette expérience se fait. Ailleurs, lorsque vous allez à la pointe sud du continent, on parle beaucoup de Nelson Mandela qui a mené sa lutte, la grande figure charismatique qu'il est et tout, mais après son départ du pouvoir, on voit comment les Jacob Zuma se comportent, comment ils pillent l'État sud-africain, sans complaisance, alors que la grande masse du peuple noir continue à croupir dans les ghettos, dans la misère, etc. Sous une certaine forme, c'est le même débat qui est posé dans la situation du Togo. Et donc, moi je suis à l'aise au Parti des travailleurs dans cette situation-là pour considérer que nous devons à partir de là prendre en compte les considérations de classe et non pas de race dans la lutte politique. Et donc déterminer que nous pouvons avoir un frère qui a la même couleur de peau que nous, mais parce qu'il est un bourgeois comprador, stipendié au service de l'impérialisme, nous devons le combattre avec la... Il est pire que le colon. Il est pire que le colon. Il est plus cynique que lui, plus dangereux que lui, plus assassin que lui. C'est ça. Et donc, nous devons nous organiser pour... Mais pour l'instant, le chasser du pouvoir pour l'instant, on n'est pas encore là, puisque l'événement est toujours célébré dans la disparité. On ne se met pas ensemble pour célébrer cet événement. Et on a vu la dernière fois cette absence de chef de position, manifestation. Mais monsieur la polémique que ça a encore créé. Non, ce n'est pas une polémique. Mais là, pour une fois, je dis, Jean-Pierre Fabre, il a vu juste et il a évité de se griller totalement, parce que évidemment tout le monde l'attendait au tournant, parce que cette histoire de chef de file de l'opposition, qui n'est rien d'autre qu'une formule de corruption de l'opposition démocratique, de faire en sorte qu'elle accompagne le régime dictatorial qui est en place au Togo, il a accepté. Il a accepté le statut. Il a fait toutes ces déclarations sans les mesures d'accompagnement, sans certaines mesures d'accompagnement. Tous les attributs financiers et autres, je ne l'ai pas entendu dire qu'il est renoncé. En tout cas, si vous avez entendu, s'il a fait cette déclaration, montrez-la moi. Vous faites-la moi écouter, mais moi je ne l'ai pas entendu. Mais simplement parce qu'il se rendait compte. Parce qu'il se rendait compte que d'aller là, le 27 avril, aux côtés de Faure, se mettre à la tribune devant les populations, l'aurait démasqué aux yeux de la population, eh bien, il a évité le piège. Alors, moi je dis qu'il a évité le piège parce qu'il sait que le peuple togolais attache une grande importance à l'indépendance du combat des démocrates togolais de la dictature du clan des Yadema Nyasingbe. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, pour répondre précisément à votre question, on ne pouvait que marquer ou commémorer le 27 avril dans la division. Pour quelle raison? Mais pour la simple raison, pour moi, que celui qui a assassiné l'indépendance au Togo le 13 janvier 1963, c'est Yadema. C'est son fils qui est au pouvoir. C'est lui qui a été jusqu'en 2005. Ça peut ne pas être la même chose. Mais lui, il est arrivé au pouvoir en 2005 comment? En marchant dans un fleuve de sang comme son père. Pire que son père même.
puisque son père a assassiné une personne et quelques autres. Mais lui, il a assassiné plus de 1000 personnes pour aller s'asseoir dans le fauteuil de son frère, que son père a laissé vacant, qui ne lui était pas destiné, puisque vous savez qu'il a fait un coup d'État militaire, constitutionnel et électoral avant de pouvoir s'y asseoir. Et 1000 cadavres sur lesquels il a marché dans ce sang-là pour venir s'asseoir dans ce fauteuil. Bon, donc pour moi, il n'y a pas de différence. C'est exactement la même situation. Et donc, les Togolais tiennent beaucoup à ce que ce fleuve de sang, on s'en démarque de la manière la plus claire qui soit. Maintenant, sur le fond, eh bien, c'est dans l'ordre des choses, donc, qu'on laisse les assassins faire leur commémoration hypocrite, parce que, par ailleurs, il a fait quoi? Il a fait les guerres coloniales. Les guerres coloniales d'Indochine, d'Algérie. Il n'était pas du côté des nationalistes. Il était contre ceux qui, dans leur pays respectifs, se battaient pour l'indépendance. Alors, qu'on ne vienne pas nous expliquer aujourd'hui qu'on commémore une indépendance que d'autres ont arrachée, dont on bénéficie aujourd'hui, puisque on pompe bien l'argent de l'État togolais, mais bon, pour le reste, l'indépendance est une notion quelque peu abstraite. Donc, voilà pour ce qui concerne cette célébration dans la division. Elle ne peut pas être autrement, cette division. Elle est logique, nécessaire, inéluctable, parce que on ne peut pas mélanger les torchons et les serviettes. Tout à fait. Alors, retour sur ces nationalistes de la lutte de l'indépendance. Il y a quelques années publié un livre portrait qui justement évoquait les 30 figures. Et vous pensez publier dans un deuxième volume d'autres tenants. Alors, cette première figure, et pourquoi, sur quels critères vous les avez triés et choisis pour en faire un volume justement en hommage à ces hommes et femmes qui ont combattu pour notre indépendance? Le critère sur lequel nous avons fait le premier volume est celui de sélectionner les hommes qui ont été les plus en vue, c'est-à-dire les principaux dirigeants de la lutte. Bon, les nationalistes, oui, des nationalistes togolais. Bon, vous savez, il y a une fameuse affiche qui a été éditée en 1960, à la proclamation de l'indépendance, qu'on a appelée les Ablolé Kanléo, et sur laquelle figurent 75 noms de nationalistes togolais. Mais ceux qui ont travaillé à la confection de cette affiche ont expliqué qu'il y avait 750 autres responsables nationalistes, non seulement dans la capitale, mais dans les localités à l'intérieur du pays, qui n'ont pas démérité pour le moins. Et nous nous attachons, nous attacherons à faire en sorte que tous ces 750 nationalistes-là, on puisse les connaître, parce que c'est un devoir de mémoire. Que dans les recherches poursuivies pour les identifier. Absolument. Que nous rendions hommage à tous ceux qui ont fait que notre pays aujourd'hui compte parmi les pays indépendants, les pays libres, qu'on peut citer lorsque vous allez à l'extérieur quelque part et on dit vous êtes du Togo, vous êtes un Togolais, on dit effectivement c'est un pays qui est libre aujourd'hui. Et pourquoi? Mais c'est à cause de ces personnes-là. Et je crois qu'il est nécessaire de leur rendre cet hommage-là. Bien, le travail n'est pas terminé. Et donc, c'est le critère sur lequel nous avons publié ce premier tome, c'est de mettre en avant les principales figures, les dirigeants, puisque dans toute lutte, il y a des dirigeants. Il y a la première garde, et c'est cette première garde que nous avons montrée. Nous avons fait le travail sur, non pas la deuxième garde, parce que parmi la deuxième, le deuxième livre, la 30 série d'autres noms sur lesquels nous avons quasiment fini le travail, il y a beaucoup de gens qui auraient figuré dans le premier, mais comme nous sommes limités à 30 biographies pour le premier tome, eh bien nous sommes également limités là à 30 pour le deuxième, en faisant en sorte que en sensibilisant des jeunes à ce goût de la recherche historique, nous puissions ensemble avec eux collecter les éléments pour faire connaître au fur et à mesure les autres qui sont jusqu'à présent tombés dans l'oubli. Et vous savez, c'est un travail assez fastidieux parce qu'il faut aller dans les familles, il faut rencontrer les personnes, et beaucoup d'entre eux, de ceux qui les ont connus malheureusement, ont disparu. Il faut songer que quelqu'un comme Sylvanus Olympio, qui est né en
1902. Bon, aujourd'hui, vous voyez le nombre d'années qu'il aurait, 160... non, 100, oui, plus de 100 ans, 150 et quelques années. Bon, ça fait beaucoup. Et donc, ce travail-là, nous devons le faire de la manière la plus patiente, la plus sérieuse et la plus méthodique qui puisse être. Alors question, qu'est-ce qui est justement de l'héritage, n'est-ce pas, de ces nationalistes aujourd'hui et qu'on peut valoriser? Et qui en sont justement ces héritiers? Est-ce que ce mouvement nationaliste existe encore et qui en bénéficie, qui en sont les héritiers, les tenants dans ce mouvement démocratique dans le pays? Vous soulevez là un débat extrêmement important. Puisque aujourd'hui, sur la scène togolaise,